Alors, François-Régis Lenoir, vous avez regardé ce témoignage. Oui. Est-ce que pour vous, il est révélateur? Il a parlé de confiance, il a parlé d'être entouré. Est-ce que c'est révélateur de ce qui se passe dans les campagnes? Votre réaction à cette vidéo? Alors, c'est à la fois révélateur parce que on ne peut pas être dans la critique d'un cas particulier, d'un cas clinique, dans le sens où des mal-être, des stress, des burn-out, des situations compliquées, elles sont toujours au fond liées à l'individu, à sa personne, à son histoire, etc. Donc là, on voit bien tout de même que nous sommes un peu dans un cas particulier aussi, et c'est logique. Maintenant, je trouve que ça pose extrêmement bien les choses sur à la fois l'incroyable adaptation nécessaire que les agriculteurs doivent faire au quotidien face à des aléas. Donc on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis dans un deuxième temps, la question de l'environnement. Tout l'environnement était mauvais. Donc là, je crois que ça questionne évidemment sur la façon, au fond, qu'a l'environnement que je qualifie, moi, dit monde agricole, d'être dans l'accompagnement des aléas qui deviennent, et ça a été souligné par plusieurs présidents ce matin, des aléas qui deviennent de plus en plus violents, de plus en plus fréquents, avec des courbes qui s'affolent. Et je crois que ça, c'est un point qui est à souligner particulièrement. Donc là, on y reviendra un petit peu plus loin. Donc oui, c'est très représentatif aussi, dans le sens où on voit qu'au fond, quand les personnes sont dans l'adaptation et que le système est accompagnant, n'est pas jugeant, n'est pas destructeur des moments où au fond on est en faiblesse, eh bien il n'y a pas le balayage, comme on dirait en judo, qui va faire que la personne va vraiment ne pas réussir à sortir la tête de l'eau. Alors, vous avez utilisé le mot burn-out. On a l'impression qu'on l'utilise beaucoup, partout, pas spécialement en agriculture, que c'est un mot à la mode. Alors, il veut dire quoi Alors, le burn-out, c'est vraiment un stress professionnel par rapport au mal-être. On verra peut-être tout à l'heure une définition qui nous plaît bien en psychologie et qui aujourd'hui a beaucoup de supports scientifiques assez innovants parce qu'on a découvert tout un tas de choses ces 10 dernières années. Sur le burn-out, on est vraiment sur une branche du stress qui est un stress professionnel lié à l'épuisement, lié à un certain nombre de caractéristiques de personnalité aussi, parfois. Et puis au départ, qui est lié au fond, et c'est pour ça qu'en agriculture, moi j'emploie plus le terme de stress que de burn-out, qui est plus lié au fond aux personnes qui travaillent avec d'autres humains. C'est-à-dire pour moi, par exemple, les accompagnants sentinelles ou les personnes qui sont les travailleurs sociaux, par exemple, de la MSA et qui se démènent pour accompagner les personnes, peuvent être en échec plus facilement et de là peuvent avoir beaucoup plus d'éléments qui peuvent aller vers le burn-out. Les premiers travaux sur le burn-out, il faut s'en rappeler, c'est principalement des métiers médico-psychosociaux. C'est-à-dire c'est les médecins qui n'y arrivent pas parce qu'ils travaillent sur des maladies rares et difficiles. Ce sont les psychologues qui accompagnent des personnes au fond qui vont déjà très mal et l'accompagnement est difficile et ils ont un taux d'échec significatif. Ce sont tous les travailleurs sociaux qui se retrouvent aussi parfois dans des accompagnements complexes. Donc on a eu une tendance à généraliser. Ça permet aussi aux médecins du travail, il faut bien le dire, alors je ne sais pas en agriculture, mais dans les entreprises au fond, de pouvoir mettre burn-out, ça pose aussi un certain nombre de choses pour réussir à avoir un dialogue avec l'entreprise, alors que stress reste quelque chose de tellement large, tellement puissant qu'au fond, on a des difficultés à le qualifier d'un point de vue médical. Donc voilà, il y a là des éléments aussi qui expliquent pourquoi le burn-out a eu autant de succès. Alors, on va regarder votre première diapo, si c'est possible, en régie. Voilà. Oui, alors ça, c'est la mécanique du bien-être. La mécanique du bien-être, au-delà de son installation, si je puis dire, et de ses conséquences, ce n'est pas la mécanique du stress. Donc je vais déjà commencer par le stress. La mécanique du stress, c'est quand même cet équilibre tout le temps entre nos ressources et nos contraintes. Vous avez un temps pour faire un travail, vous avez donc une ressource. Si, au fond, la contrainte du travail nécessite qu'il vous faut plus de temps, potentiellement, les contraintes sont supérieures aux ressources. Au fond, le stress est assez basique. Notre plante a besoin d'eau. Elle n'a pas assez d'eau. Ce n'est pas le cas en ce moment dans le nord de la France. Eh bien, on se retrouve évidemment avec, si ma plante a besoin d'eau et qu'il n'en a pas assez, comme dans les Pyrénées-Orientales par exemple, eh bien, on se retrouve avec des complications. Vice-versa, si on va au-delà, eh bien, on a au fond une contrainte avec trop d'eau. Donc, j'ai besoin d'argent pour mettre du GNR dans mon tracteur. J'ai une contrainte réelle
tout à fait réaliste. J'ai des ressources qui sont limitées parce que les aides bio ne sont pas tombées sur mon compte en banque. Je ne peux pas payer mon GNR. Voilà, contrainte ressources. À chaque seconde, au fond, on se retrouve dans cette réalité-là. Sur le mal-être, on est sur quelque chose de plus diffus. On est un peu comme comme ici, on a des personnes qui connaissent bien le sol, j'imagine, et l'agronomie. Le mal-être, c'est un peu le sol. C'est pas automatiquement qu'on va avoir une vision tout à fait claire sur ce qui va en sortir, mais on peut le qualifier. Donc, de quoi il s'agit? Eh bien, au fur et à mesure de nos expériences, parce qu'on a pu voir en neuropsychologie notamment que le mal-être était lié à certaines circulations de l'information dans le cerveau, on voit très bien qu'au fond, nous cumulons des références tout le temps. Donc, par exemple, nous avons une référence. C'est un petit peu tôt pour le dire ce matin, nous avons une référence sur ce qui est pour chacun d'entre nous un bon vin. D'accord? Donc vous pouvez dire, moi j'apprécie à partir d'une certaine qualité, etc. Si je prends de très bonnes habitudes, dont je ne citerai pas de marque, etc., mais si je prends de très bonnes habitudes et qu'à un moment ou à un autre je me retrouve dans un endroit où au fond on me propose un vin de qualité moyenne, je risque au fond, et ce n'est pas très grave, d'être en mal-être. D'accord? C'est-à-dire qu'au fond, lorsque j'ai goûté à des choses qui sont de qualité, d'un bon niveau, etc., que cela soit dans ma vie économique, dans ma vie sociale, dans ma vie sexuelle, dans ma vie, ce que vous voulez, lorsque je reviens au fond à un niveau en dessous, je vais me retrouver potentiellement en mal-être dans un certain nombre de situations. La question, c'est évidemment, lorsque au fond mes repères, mes références ne sont plus les mêmes, et que je ne réussis pas à me reconstruire autour de cette affaire. Alors, les agriculteurs, ils parlent beaucoup d'agribashing. C'est pas leur référence qui a évolué, si? C'est leur référence qui a évolué? Non, ce n'est pas leurs références qui ont évolué, c'est que le mal-être peut être lié à une représentation de la reconnaissance que je peux attendre de la société, chose qui a été le cas pendant très longtemps et qui est encore le cas aujourd'hui, il faut le rappeler, pour une grande majorité des personnes qui pensent l'agriculture et qu'on questionne sur l'agriculture. Cependant, il y a une baisse de la reconnaissance du monde agricole actuellement. Cette baisse fait partie intégrante du mal-être. Est-ce que c'est à tort ou à raison? Ce n'est pas à moi de le juger. Je ne suis pas ici, moi, dans une posture politique. Je vois simplement que si je me sens moins reconnu par mon voisin, par mon conjoint, par ma conjointe, parce que qui vous voulez, je risque au fond d'être en mal-être dans ce que je suis en train de vivre. Je ne le comprends pas. Donc c'est ce mouvement en baisse qui est évidemment important. Ici, ce graphique, il est très intéressant parce qu'il nous permet de bien comprendre le truc. Si je pars de mes besoins de référence, vous voyez la ligne rose en bas, et qu'au fond, je vis les 30 glorieuses, que tout ce que j'entreprends réussit, tout ce que je développe fonctionne, et puis qu'à un moment ou à un autre, je me retrouve avec une légère baisse, voire une baisse significative de mes résultats, de mes revenus, de ma capacité à me projeter dans l'avenir, de la reconnaissance, vous parliez d'agribashing tout à l'heure, que la reconnaissance que la société a envers moi, eh bien, je vais me retrouver sur la ligne rouge en mal-être. Ça aurait été à une autre époque, peut-être je n'aurais pas été en mal-être, mais j'aurais été en bien-être. Vous savez, c'est pour ça que la comparaison, quand on dit comparaison n'est pas raison, c'est très clair. Je prends souvent un exemple tout basique. Nos enfants occidentaux avec des jolis, plein de jouets, plein de facilités pour faire plein d'activités, etc. Vous réduisez un tout petit peu les choses, ils sont en mal-être. Vous allez dans certains pays ou dans certains continents, si vous avez voyagé un petit peu, ou même dans d'autres familles moins aisées, et au fond, le petit plus qu'on a à un moment crée du bien-être. D'accord? C'est bien ce mouvement-là référentiel qui est important. C'est pour ça qu'au départ, et pour ne pas passer mon petit temps là-dessus, il est très important de penser les références. Voilà, de où je pars, où je vais, etc. Donc le mal-être en soi, d'un point de vue médical, s'il y a ici des médecins du travail, beaucoup plus compliqué que le stress à démontrer qu'il a un impact majeur sur la santé. Par contre, il est un terreau fertile beaucoup plus au stress, beaucoup plus à des voies vers des problématiques de risque suicidaire ou des choses comme ça, que au fond, si on était dans le bien-être. Ça, c'est un fait indéniable. C'est un mauvais terreau, c'est un mauvais sol, quelque part. Donc, comment on le reconstruit, comment on redonne, au fond, du bien-être, c'est une question, je crois, qu'on va se poser tout au long de la journée. Ici, cette deuxième diapo est absolument essentielle et elle est à la fois fondamentale
est parfois mal comprise, au fond, parce que nous partons de très très loin. Je vais être obligé de faire, je vais essayer d'être très très bref, mais en même temps de reposer les choses. La santé mentale est une question qui était jusqu'à très peu de temps tabou. D'accord ? Vous repartez à 30 ans en arrière, ou même à 20 ans en arrière, et on se retrouve au fond en agriculture et ailleurs avec quelque chose sur lequel la santé mentale, aller chez le psy, c'est quand même problématique. Ça veut dire que je suis fou, ça veut dire que j'ai des difficultés majeures, se sentir mal. Alors la personne qui se sent mal, je ne sais plus qui tout à l'heure a parlé de la problématique du jugement, c'est fondamental évidemment. Ne pas juger l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il l'a amené à être ce qu'il est. Ça, c'est quelque chose aussi d'absolument majeur. Et tout ce qui est déclassement, tout ce qui est propos dévalorisants est absolument dévastateur à l'échelle interpersonnelle comme à l'échelle d'une société. Donc, la santé mentale, en tout cas, vraiment, c'est quelque chose qui, dans le temps, a été profondément oublié. Celui qui naissait avec un trouble de la santé mentale, avec des difficultés majeures, c'était quelqu'un qui était soit mal né, soit qui avait des problèmes génétiques, soit qui était au fond dans une famille où il s'était passé ceci, cela. En psychologie sociale, on a de très belles expériences et très violentes, quelque part, et j'en suis désolé, qui parlent de ce sujet. C'est que quand, par exemple, une personne annonce une maladie, même dans sa famille, dans un groupe social quel qu'il soit, très souvent, on va avoir des principes de légitimation. Ah, cette personne a telle maladie. Oui, mais tu te rappelles, il a fumé pendant un certain temps, ou il a fait ceci, ou est-ce qu'il n'est pas cela, etc. C'est-à-dire qu'autrement dit, on construit autour d'un problème qui est physique ou mental tout un tas d'élaborations majeures. Alors, sur la santé physique, on a tendance à reculer. J'ai envie de dire, on a un peu progressé depuis Zola, un petit peu quand même. Mais au niveau de la santé mentale, par contre, on en est à ce niveau-là. Moi, je dis souvent, on est au germinal de la santé mentale. Parce que la prise en considération de sa réalité, de sa complexité, la construction d'une bonne santé mentale n'est pas encore, au fond, même pas éduquée au niveau de notre école ou au niveau de nos familles. Qu'est-ce qui fait, au fond, qu'on se construit une bonne santé mentale ? C'est un problème majeur. Donc, on va rester sur cette diapo, si vous me permettez. Le premier élément qui a mis à peu près 20 ans et en agriculture une quinzaine d'années, ces 15 dernières années, et qui est encore en cours, c'est la conscientisation. Je ne peux pas accompagner une personne qui n'a pas un minimum de conscience qu'elle a besoin d'être accompagnée. Je ne peux pas changer un système pour lequel, en fait, il n'a pas conscience qu'il faut qu'il change. Et quand je prends ces deux éléments-là, je peux vous assurer, je vais le dire avec beaucoup de sympathie pour les personnes, par exemple, par rapport au système, nous n'avons pas encore conscience qu'il faut que nous changions de système. Notre système, par ses proportions de surmortalité, par ses proportions de trop de personnes en mal-être, etc., montre ses lacunes. Je vais prendre un exemple. Quand nous, on a des résultats dans les entreprises, moi je dirige des audits dans des grandes entreprises. Quand on a 5-8% de personnes qui ne vont pas bien, entre guillemets, c'est normal. Pourquoi ? Événement de vie, divorce, deuil, enfant malade, personne aidante, endettement, ado qui casse les pieds à la maison, etc. Dans certaines entreprises, on arrive avec les mêmes outils de mesure. Nous sommes à 30, à 40, à 50. On a des records à 80% des personnes qui ne vont pas bien, qui sont stressées, qui ont des symptômes psychosomatiques significatifs, etc. Vous comprenez bien que là, à part si le recruteur a été complètement nul, d'accord, il s'est amusé à recruter vraiment des personnes avec des névroses majeures, avec, etc. Vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qui est défaillant dans le système. Donc, quand en agriculture, on a une proportion significative de personnes qui sont en mal-être, qui sont en doute, qui sont voire en stress, voire qui ont des pensées négatives, voire extrêmement graves, eh bien, ce taux révèle que notre système doit être profondément questionné. Quand je dis système, ce n'est pas simplement la ferme, mais c'est l'ensemble de l'environnement du monde agricole. Le monde agricole doit se questionner pour réduire en profondeur cela. D'où les deux étapes sur lesquelles nous sommes aujourd'hui, et je le dis avec beaucoup de sympathie par rapport à M. Damézin qui est arrivé, qui connaît ma position là-dessus, c'est que la détection, ok, la détection précoce, très très importante évidemment, puisque ça évite des drames, et que plus on détecte précocement quelqu'un qui ne va pas bien d'un point de vue socio-économique, psychologique, etc., moins ça coûtera cher pour lui
comme à la société. D'accord? Invalidité psychique en Europe, 50 milliards par an. Invalidité psychique en Europe, 50 milliards par an. Ça fait déjà une somme coquette. Donc, plus on fait de la détection précoce, moins on a de probabilité d'avoir des personnes en rupture. Alors, on parle du psychologique, on parle du social, mais on pourrait parler aussi de l'orientation économique, des décisions irrationnelles qui peuvent être prises, etc. Enfin, la prévention. La prévention, la seule prévention que moi je connaisse, c'est l'éducation, c'est la transmission et c'est la réflexion pour que entre nous fonctionnons beaucoup plus sur de l'éducatif, de l'apprentissage, plutôt que sur du punitif ou sur des éléments, au fond, abîmant les relations entre les personnes. Ça, c'est un élément fondamental. Donc, on change les organisations à l'intérieur de la ferme, on change les organisations entre l'exploitation et l'ensemble des acteurs autour. On réfléchit à d'autres façons, au fond, de se parler. Et aujourd'hui, il y a urgence autour de cela, parce que je le souligne sur une diapo un petit peu plus loin, on peut peut-être avancer, je crois que c'est celle d'après, c'est que là, vous voyez simplement le graphique que j'ai repris de l'INSEE sur l'évolution de la fluctuation des revenus en agriculture. En plus, ça aplatit, la courbe est aplatie, d'accord, il faut bien s'en rendre compte, la courbe est aplatie, parce qu'en fait, là, elle mélange l'ensemble des filières. Donc, comment voulez-vous aujourd'hui faire face à une situation, que ce soit avec la problématique du mal-être, du stress, etc. Ça sont des termes à la limite techniques, scientifiques, etc. Comment voulez-vous faire face à une situation si l'ensemble des aléas de marché et donc de revenus à l'arrivée, l'ensemble des aléas climatiques, l'ensemble des aléas sanitaires, l'ensemble des aléas politiques aujourd'hui s'amplifient régulièrement? Comment voulez-vous, dans une économie lente, puisque l'agriculture est une économie lente, une économie capitalistique dans la plupart des filières, comment voulez-vous réussir à signer un emprunt de tracteur sans savoir si 3 mois après, vous allez pouvoir tenir, au fond, vos engagements? Là, c'est une question fondamentale qui est posée, qui est complexe pour le politique et complexe pour l'économique, mais qui est évidemment un des facteurs majeurs de la déstabilisation et de l'aggravation, à mon avis, actuel et à prévoir du système agricole. Là, ça veut dire que l'agriculteur est trop seul à porter les aléas, c'est ça? Pour moi, actuellement, il est vraiment trop seul et surtout les systèmes d'amortissement. Je ne dis pas qu'il est trop seul dans le fond, puisque vous êtes tous là ici avec des cartes et des représentations différentes, mais fondamentalement, en tout cas, nous n'avons pas encore modifié les éléments du système. Parce qu'il va falloir réussir à atténuer ces éléments-là, car le producteur ne peut pas être le porteur de l'ensemble au fond des aléas. Je vais prendre un exemple assez simple qui est un petit peu provocateur, mais c'est aussi mon rôle un peu aujourd'hui. Si je vais dans une entreprise, une multinationale, j'ai un ouvrier qui a une machine et qui produit. Okay, il est producteur, il produit. Sa machine tombe en panne. Okay, va-t-il être pénalisé parce qu'au fond, sa machine tombe en panne et qu'il n'aura pas réussi à produire telle ou telle chose? Sa machine tombe en panne. C'est un aléa de la vie. Est-ce que le financier, est-ce que les DRH, est-ce que etc. vont automatiquement le virer parce que sa machine tombe en panne? Est-ce que son salaire va être divisé par 2, par 3, par 5 et être multiplié par 2 3 semaines après parce que la machine refonctionnera magnifiquement ou je ne sais quoi? Vous voyez bien que là, autour de ça, on est face à un vrai défi collectif. Et cette journée sur le collectif est absolument essentielle pour réussir au fond à penser qu'est-ce qui aujourd'hui fait violence à différents endroits, aux différentes personnes qui sont productrices. Parce qu'au fond, et sans faire violence, et j'en suis ravi, toutes les personnes qui sont salariées connaissent cette situation-là. Les mouvements, au fond, sont bien moindres, et tant mieux, pour le salariat que pour le non-salarié agricole. J'ai apprécié aussi tout à l'heure par... vous m'excusez, des fois j'oublie les noms, qu'évidemment, sur la question du mal-être et du stress, si on revient à la thématique, le salarié agricole, comme le salarié dans toute entreprise, est dépendant du climat global d'un établissement. Donc c'est évident que la question du salarié agricole ici est posée par conséquent. Alors, il nous reste 5 minutes. Il y a encore...
cette diapo. J'y reviens souvent parce que on va peut-être rester à la première. J'y reviens souvent parce que c'est le système idéalisé, ce qu'on appelle au fond, et qui est malheureusement peu enseigné, ce sont au fond ce qu'on appelle les dimensions psychosociales. Si vous voulez réfléchir à un système qui fonctionne bien, il faut que toutes les dimensions soient c'est un peu la poupée russe, toutes les dimensions soient dans le même système. Quand vous voulez démonter un système et vous voulez le remonter, vous pensez au fond à l'intra-individuel, quel est le stress, la santé, les conditions de travail, et puis l'inter-individuel, quelles sont les dynamiques de soutien, de cohésion, qui sont absolument fondamentales, mais on y reviendra en début d'après-midi. Quelles sont les qualités au fond du soutien, de cohésion, de management aussi. Donc la question du non-salarié agricole manager est évidemment un des éléments majeurs, puisqu'aujourd'hui les compétences psychosociales ne sont pas suffisamment... il n'y a pas suffisamment de formation, il n'y a pas suffisamment d'éducation, il n'y a pas suffisamment de poids donné à cela. Et je ne sais plus, tout à l'heure j'en parlais avec je crois que c'était Aude d'ailleurs, j'en parlais de manière assez claire. Rappelons-nous fondamentalement que quel que soit ce que nous faisons à chaque minute, nous avons toujours au fond deux jambes. C'est ce que nous faisons en termes de compétences opérationnelles et ce que nous faisons en termes de compétences psychosociales. L'ancrage et la focalisation simplement sur la compétence opérationnelle, c'est vraiment un handicap. C'est vraiment être unijambiste quelque part de fait, alors que ces compétences psychosociales peuvent s'apprendre. Si je pars même en vacances avec des amis et qu'au fond, je fais tout le temps la vaisselle, les courses, je nettoie le barbecue et je nettoie la piscine, etc., et qu'il n'y a pas une répartition intéressante des tâches, des missions, etc., ça veut dire qu'il n'y a pas de compétences psychosociales dans le groupe d'amis avec lequel je suis. Vous comprenez bien ? À chaque moment, je suis sur ce savoir-être et ce savoir-faire. Si j'oublie l'un ou l'autre, c'est foutu. C'est foutu dans une ferme comme dans une société. C'est quelque chose de fondamental. Et cet élément-là, graphique, que j'ai proposé depuis maintenant une quinzaine d'années lors des premières alertes que j'ai eu la chance de mener à l'époque, avant le premier plan de prévention suicide en 2011, c'est nous avons beaucoup vécu, et nous vivons encore sous la loi de la gestion. La gestion a imposé aux coopératives de regrouper, de faire des coupes franches dans un certain nombre de silos, par exemple, ou bien les MSA de réduire la voilure sur tout ce qui s'appelle la proximité. Et autour de la question de la proximité, évidemment, eh bien, moi j'ai une vraie question, est-ce que ce monde agricole est toujours un monde agricole ? Est-ce qu'au fond, les intérêts des uns ne sont pas plus importants que les intérêts des producteurs? C'est la question que nous devons nous poser, non pas pour accuser les personnes, parce que là, j'aimerais bien reposer les choses sur une problématique systémique, c'est que le système que nous avons mis en place et qui a été fructueux, extrêmement positif pendant des décennies, semble-t-il aujourd'hui, est arrivé à un point de rupture. Et l'alerte qu'il y a eu, qui peut être analysée de différentes façons, j'en parle avec des sociologues, avec des gens de terrain, etc., tout le monde a des visions un peu différentes, mais l'alerte qu'il y a pu y avoir cet hiver est une alerte de crise significative de cette affaire. C'est-à-dire de rupture, au fond, on peut n'être que sur la partie des normes écologiques ou de la microéconomie, etc. Ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. Donc là, autour de ce système, je voulais simplement illustrer qu'est-ce que signifie faire partie du monde agricole. Est-ce que ça signifie une solidarité entre l'ensemble des acteurs du monde agricole et jusqu'où va-t-elle ? Eh bien, merci. On est dans le timing. De toute façon, on se retrouve en début d'après-midi et on abordera les questions de force collective.